Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. Il faut à un moment accepter que le moment de la neutralité, du confort, c'est fini. Et c'est un deuil immense à faire. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propagation. Je suis toujours et encore Guillaume Ledy et comme chaque semaine, vous commencez à avoir l'habitude, on tente d'éclairer ensemble les mécanismes des conflits informationnels en cours. Alors, 2 chiffres pour commencer, pour bien cadrer ce dont on va parler aujourd'hui. Dans les communes de moins de 10 000 habitants en France, le Rassemblement national a obtenu plus de 40% des voix au premier tour des dernières élections législatives. Et aux élections européennes de 2024, puisqu'on a eu pas mal d'élections en 2024 en France, vous vous souvenez, 97% des communes, cette fois-ci de 500 à 2000 habitants, donc des petites communes françaises, ont placé le même parti, donc le RN, en tête. 97% des communes de 500 à 2000 habitants. Let that sink in, comme dirait l'autre. On cadre le débat avec ces chiffres-là parce que nous, on connaît et on documente assez bien les opérations de désinformation russes ou américaines, on parle géopolitique. On y parvient grâce à nos invités à interroger les stratégies des plateformes numériques pour surcharger nos cerveaux et retenir notre attention pour la monétiser. Mais on sait beaucoup moins comment l'extrême droite française a conquis cette France que certains appellent, et on en reparlera peut-être, la France des ronds-points. Quel est l'écosystème informationnel de celles et ceux qui, de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, on en parlera peut-être aussi, peuvent tout faire basculer. Et c'est cette infrastructure-là qu'on va tenter de cartographier aujourd'hui. Allez hop, tout le monde à la campagne. Et pour nous guider donc dans les méandres de ces zones rurales et périurbaines qui, rappelons-le, représentent quand même aujourd'hui 30% de la population en France, j'ai la chance d'avoir en face de moi une guide plutôt bien versée dans le sujet. Loumire Lapré, bonjour. Alors, à titre personnel, je suis très content de vous rencontrer, puisque ça fait un petit moment que je vous suis sur les réseaux et que j'apprécie votre activisme orienté et classé à gauche. Hein, vous en faites pas mystère. Vous êtes d'ailleurs présenté, je le rappellerai, pour la NUPES aux élections législatives. Vous incarnez dans le paysage français quelque chose d'assez rare, un mélange, un hybride entre activiste et chercheuse, qui a fait un choix assez radical d'ailleurs il y a quelques années de revenir s'installer dans son village natal de la Plaine de l'Ain, après avoir en être partie pour étudier à Sciences Po Lyon, travailler comme assistante parlementaire au Congrès US américain, et puis était candidate, donc je l'évoquais, aux législatives 2022 cette fois-ci, sous l'étiquette NUPES, donc dans une circonscription qualifié d'ingagnable et que vous n'avez pas gagné du coup. Mais la campagne fut belle et vous revenez d'ailleurs sur ce sujet dans votre ouvrage. Alors, vous êtes revenu aussi pour comprendre et observer de l'intérieur ce que vous appelez une guerre civilisationnelle que mène l'extrême droite sur ces territoires, oubliés parfois des médias et du pouvoir central. Et le résultat de cette immersion, vous le documentez dans un ouvrage qui s'appelle « Ces gens-là », qui a été publié en septembre 2005 chez Payot, et qui ressemble à aucun autre essai sur la montée du Rassemblement national. Alors je peux en parler des heures, parce que moi c'est comme ça que j'arrive au journalisme. Je lis de Claude Askolovitch, plongé dans les territoires oubliés, je ne sais plus de quand ça date, puisque je ne voulais pas le mentionner dans l'intro, puisque je ne suis pas là pour parler de moi. Mais quand même, c'est un regard plus que intéressant sur ce sujet, parce que vous ne parlez pas des électeurs RN comme des mouches drosophiles qu'on observerait au microscope, mais vous en parlez comme des gens de chez vous et de vos amis, puisque vous mettez en scène un certain nombre d'entre eux. On ne va pas les citer, mais vraiment, il y a quelque chose de très sensible et de très intéressant dans cet ouvrage que je conseille à tous les auditrices et toutes les auditrices et tous les auditeurs de Propagation. Ce qui rend votre travail pertinent pour nous aujourd'hui, c'est que vous vous contentez pas d'une approche sociologique classique. Vous analysez l'extrême droite comme une machine d'influence sur laquelle on va revenir. Tentons ensemble donc de déconstruire les mécanismes qui conduisent à la situation actuelle. Vous écrivez dans votre livre, j'aimerais ouvrir par cette phrase qui m'a pas mal frappé et que j'ai notée, l'histoire que se racontent les millions de Français ruraux est souvent le fruit de manipulations, de mensonges et de préjugés. Alors, c'est quoi cette histoire qui se raconte ? Et qui est derrière le fruit de ces manipulations, mensonges et préjugés ? Alors, je pense que l'histoire, et c'est d'ailleurs le préambule de mon livre, c'est l'histoire que les gens se racontent. C'est-à-dire, nous, on a suivi les règles du système, du capitalisme. Donc, on a arrêté l'école un peu tôt parce que
cette grosse machine à trier qu'est l'école républicaine dans les territoires ruraux et dans tous les territoires populaires, qu'ils soient banlieusards ou ultramarins. C'est une machine qui t'explique que il y a une bonne manière d'être intelligent et que si tu n'y parviens pas, c'est ton échec. Je dis ça avec beaucoup de tendresse pour l'éducation nationale. Moi, je suis un produit de l'éducation nationale. Ma mère est prof. Mes grands-parents paternels se sont hissés hors du milieu agricole en devenant instit. Donc, ce n'est pas une attaque, mais c'est un constat quand même que l'éducation nationale oriente majoritairement les enfants des classes populaires, urbaines, rurales, ultramarines, vers du pro, et pas pour les valoriser, mais pour leur signifier la mise en échec de leur parcours. Et donc vous avez vous avez cette espèce de blessure intime, mais c'est pas grave. Vous vous dites écoutez, je vais pas lâcher, donc je vais aller me trouver un boulot. Et puis vous vous levez tous les matins, et puis vous n'avez pas de période de chômage. Vous essayez de devenir propriétaire parce que chez nous c'est vraiment la religion du coin. Vous vous mettez en couple, vous avez des enfants. Vous avez l'impression de faire tout ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire pour avoir une bonne vie. Et pourtant, vous n'arrivez plus à maintenir la tête hors de l'eau. Donc vous comptez, vous devez faire des choix très difficiles. Vous avez l'impression surtout que, vous me pardonnerez l'expression, mais vous vous cassez le cul au travail et que vous n'en profitez pas du fruit de ce travail. Vous ne pouvez plus partir en vacances, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas ou très rarement faire des cadeaux. Et même quand vous arrivez à le faire, c'est tellement un effort consenti, prévu, que vous arrivez à peine à en profiter en fait. Et dans cette situation, vous vous dites, mais en fait, pourquoi ? Pourquoi, alors qu'il y avait des règles claires et que je les ai suivies, je n'arrive pas au résultat qu'on m'avait promis. Le résultat qu'on avait promis, c'était justement, comme vous le dites, la propriété, le fait de pouvoir élever ses enfants dignement. Alors on met derrière dignement ce qu'on veut, mais dignement. Tout à fait. Et de ne pas compter chaque sou à la fin du mois. C'est ça, faire mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup entendu, qui est, alors une phrase qui revenait beaucoup, c'est « on est ras la gueule ». C'est-à-dire que chaque accident de la vie, qui sont nombreux quand on occupe un métier pénible, ça peut être un accident du travail, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie, tout ça remet tout en péril parce que ça suggère de rater les remboursements des traites, ça suggère donc, en fait, à partir du moment où il y a un mini-cheveu dans la mécanique, tout s'enraye. Et ça, c'est énormément de stress, en fait, parce que ça veut dire qu'il faut être tout le temps vigilant à ne pas sombrer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que les classes dominantes ou privilégiées n'ont pas en tête, mais surtout chez nous, dans les zones rurales, il y a pas... C'est des milieux populaires, mais il y a des gens classes populaires supérieures, il y a des petites classes moyennes, il y a des entrepreneurs. Donc en fait, dans les mêmes familles, il y a des gens qui ont sombré et d'autres qui ont réussi. Et donc, on est constamment au contact des risques et de ce qu'on pourrait être. Et ça crée énormément de remise en question et de honte profonde. Ouais. Et ce sentiment de la honte, il est, je pense, trop peu pris en compte par les politiques qui ne prennent pas les émotions en compte. Or, à mon avis, il est central parce que la recherche de fierté, c'est quelque chose de très humain. On a envie de pouvoir se dire fier de soi et que la promesse aurait été, si vous suivez toutes les règles, vous allez arriver à cette bonne vie et vous pourrez être fier de vous. Et vos enfants seront fiers de vous. Et donc, ça n'arrive plus. Et ça n'arrive plus. Donc l'histoire qu'on se raconte, que il et elle se racontent, c'est la faute à qui ? Cette honte et cette qui se transforme peut-être en colère. Bien sûr, c'est un mélange. Vous parlez d'émotions, et je parlais de livres sensibles, mais vous appuyez évidemment votre réflexion et votre démonstration sur tout un tas de notes et de chiffres et d'éléments sociologiques qui sont extrêmement bien renseignés également, mais c'est ce mélange qui fait l'intérêt de votre ouvrage. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, cette honte qui se transforme en colère, on l'a vu notamment, et vous en reparlez au moment des Gilets jaunes, mais pas seulement, on a une colère qui est, à votre sens, si j'ai bien compris votre thèse, redirigée ou utilisée par un certain nombre alors, dites-moi par qui, mais de manipulations, de mensonges et de préjugés pour aller vers un vote, en tout cas c'est ce que vous dites, Rassemblement National. Oui, tout à fait. Alors déjà, cette colère, c'est pour ça que les mouvements Gilets jaunes étaient très forts, elle est individualisée. Les gens parlent chez moi
jamais de solution collective. Donc en fait, ils parlent de difficultés à payer leur traite, mais jamais de pourquoi est-ce que le foncier a explosé. Ils parlent de embrouille au travail, mais jamais de syndicalisation. Ils parlent de difficultés à trouver un médecin, mais jamais... En fait, la structure, le système qui les maintient la tête dans l'eau n'est jamais nommé. Et ça, pour moi, il y a un responsable clair, c'est le néolibéralisme. Avant qu'on arrive à l'extrême droite, il faut créer un système dans lequel les individus sont responsables et pas les systèmes. Parce que le système responsable, ça suggérait que collectivement on se dise non mais attends, en fait on est en train de se faire complètement enfler et c'est pas on a normal. droit au gros mot, Lumière, après. Allez, oui d'accord, très bien. Baisé par ce système, et c'est pour ça que je parle autant d'émotions, parce que pour moi il y a un enjeu cathartique, thérapeutique. Les Gilets jaunes, c'était un moment de thérapie de masse où les gens sur les ronds-points se sont dit non mais en fait attends, toi aussi, mais attends, mais donc du coup si on a tous le même problème, c'est le système le problème, c'est pas nous. Et ça, c'était un moment extrêmement fort. Et moi, j'en veux beaucoup à mon camp politique, la gauche, de ne pas avoir su utiliser ce moment, ou en tout cas se mettre au service de ce moment, parce qu'on a raté un moment où les gens sont passés de l'individualisation à la responsabilité collective. C'est là que le RN et l'idéologie d'extrême droite, en tout cas, s'est infiltrée, parce qu'on est passé d'un moment où les gens disaient « c'est ma faute », c'est ma honte. Les autres n'existent pas, en fait. Ça, c'est le principe même de l'individualisme et du capitalisme poussé à l'extrême qu'on connaît aujourd'hui. Ce capitalisme qui se greffe sur une vision aussi, dans les campagnes françaises en tout cas, assez que vous décrivez aussi. Alors il y avait du collectif, comme vous le dites dans votre ouvrage d'ailleurs, une ou deux générations, surtout 2 générations en amont, mais il y a quand même quelque chose d'assez propre aux campagnes françaises, si on peut faire une généralité comme ça, c'est « je prends sur moi ». Et c'est valorisé. Et c'est valorisé. Bien sûr. Ma souffrance, c'est quand même quelque chose d'assez, je ne sais pas si c'est lié à la religion ou pas, mais quelque chose d'assez important, et je ne vais pas demander de l'aide, quoi. Je pense que c'est lié à la masculinité toxique, notamment. Je pense que, encore une fois, je reviens sur mon concept de fierté. Tout le monde a besoin d'être fier de soi. Quand les systèmes dans lesquels vous vous inscrivez ne vous permettent pas d'accéder à la fierté, donc vous êtes en échec à l'école, vous êtes dans un travail subalterne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de prise sur votre travail, on vous donne des ordres, en fait, et vous exécutez. Vous n'avez pas toujours la capacité à vous mettre en ménage parce que les filles structurellement font plus d'études et donc elles partent, et donc les hommes restent présents. En fait, il vous reste pas grand-chose de quoi être fier. Et ne rien demander, prendre sur soi, prendre alors, comme un homme, quoi. Enfin, voilà, take it like a man, diraient les Américains. Ça devient une source de fierté qui est complètement mal placée parce qu'elle est autodestructrice, en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je dis. Et j'ai tout un chapitre sur la masculinité où je pense que, bien sûr que les hommes des classes populaires rurales sont en partie un danger pour leur famille, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Mais ils sont un danger pour eux, pour eux-mêmes. Je veux dire, les taux de suicide dans la France rurale sont mais sans aucune commune mesure avec l'outre-mer, la banlieue et les milieux urbains. Les taux de mort sur la route, en fait, d'accidents au travail. Et donc, je pense que cette source de fierté qui est je me démerde tout seul, je demande pas d'aide, elle ne nous aide pas. Et que il faut absolument qu'on arrive à s'en défaire. Moi, c'est vraiment quelque chose que je dis. Et c'est pour ça qu'une des grosses thèses de mon livre, c'est il faut qu'on recrée du collectif. C'est du collectif conscient, du collectif intentionnel. Mais juste pour revenir sur ce que... Allez-y, on reviendra sur le collectif après. Ouais, sur ce que... La faute à qui ? Donc, c'est quand on a eu un moment où les gens se sont dit « Ah oui, alors attends, c'est pas que de ma faute, en fait. Je vais arrêter de prendre tout ça sur moi. Mais donc, du coup, si c'est pas que de ma faute, c'est la faute à qui ?» Et là, l'extrême droite est arrivée en disant... Attendez, mais on a des solutions. Là, c'est la faute aux personnes encore plus vulnérables. Donc la faute aux migrants, la faute aux personnes racisées, la faute aux immigrés, la faute aux communautés trans, la faute aux woke, la faute aux écolos, la faute aux activistes, etc. On désigne des coupables. Et particulièrement exactement. Les coupables qui, vous le dites à plusieurs reprises, hein, qui ne foutent rien ou qui sont bien sûr, les assistés. Le discours sur l'assistanat marche assez bien sur la communauté que vous avez il marche très bien parce qu'on en revient. Quand on cherche une source de fierté et qu'on nous refuse la fierté statutaire, c'est-à-dire le diplôme, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste notre force de travail. Oui.
Et il nous reste être un gars sur qui compter, ne pas se plaindre, etc. Et donc, dès qu'on voit quelqu'un qui n'est pas, dans le discours, n'est pas capable d'encaisser, on se dit, il est faible. Et donc, il ne mérite pas la fierté, il mérite la honte. Et donc, il est nécessaire de le pointer du doigt, parce que le pointer du doigt, c'est me différencier de lui ou elle. Et ça, c'est très important, parce que la différenciation, elle participe vraiment à devenir quelqu'un de bien. Quand on n'a pas, encore une fois, un diplôme, un travail, un CDI ou quoi, il faut qu'on puisse être capable de se dire, mais je ne suis pas en bas de l'échelle. Donc, du coup, il faut qu'il y ait des gens encore plus bas. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui empêche 100% la solidarité infra-classe populaire. C'est qu'à partir du moment où la fierté est individualisée, et elle vient du fait que quand on regarde en bas, il y a d'autres gens, en fait, on ne regarde pas en haut. La fierté vitale, le besoin vital, vient de s'assurer qu'on n'est pas en bas de l'échelle. Oui, c'est ça. Et il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Il y a toujours plus feignant, plus assisté, plus pauvre, plus discriminé. Et ça, quand on est dans cet état d'esprit où on ne peut se sentir bien que s'il y a des gens en dessous, nous, on ne peut pas gagner. Parce qu'en fait, le vote RN, il est le résultat d'une idéologie. Moi, je pense que oui, il faut bien sûr parler du vote RN, mais la vraie victoire du RN aujourd'hui, c'est la victoire du capitalisme il y a quelques dizaines d'années, c'est le fait d'avoir colonisé nos esprits avec ses explications. En fait, le vote RN, c'est donc une résultante. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que vous êtes à ce micro, c'est aussi une victoire on emploie beaucoup le terme narratif. Mais oui, tout à fait, c'est une victoire narrative. Une victoire narrative, et vous le dites, l'extrême droite réussit. Et c'est notre échec narratif aussi. Oui, aussi, bien sûr. Mais vous dites aussi qu'elle réussit parce qu'elle, je vous cite, elle parle du quotidien. Bien sûr. La bagnole, caddie, chauffage, etc. La climatisation, quand on parle de vagues de chaleur, on dit il y a une solution, c'est la climatisation, et hop, on passe à autre chose. Du RN. Voilà. Tandis que la gauche est perçue, et vous le dites à la fin notamment de notre ouvrage, comme un groupe de bisounours et ou d'élites méprisantes. C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Bien sûr. Est-ce que c'est d'abord un problème de vocabulaire, un problème d'architecture médiatique, de structure, de message? Est-ce que, enfin voilà, quel est le problème auquel s'attaquer en priorité, parce qu'on en a beaucoup? Déjà, je pense qu'il faut redire à quel point on nage en eau contraire. Donc, on n'est pas responsable de tout. Moi, je parle à mon camp politique parce que c'est la chose sur laquelle j'ai du pouvoir, une influence. En même temps, je suis complètement consciente que il et elle ne sont pas responsables de tout, et que mes critiques, elles s'inscrivent dans un périmètre réduit où, bien évidemment, que il et elle ne sont pas omnipotentes et capables. Enfin, je veux dire, si on avait des chaînes du niveau de CNews ou BFM, on n'aurait pas cette conversation. C'est sûr. Oui, ça part de Donc, là. il faut quand même le redire que notre périmètre d'action, il est limité. Mais sur ce périmètre d'action, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. Pour moi, on a un problème de message et un problème de messager. Le problème du message, il est en effet que on ne peut pas laisser associer dans l'esprit des gens que l'écologie, c'est la fin de la voiture thermique, la fin de la viande. L'écologie, c'est la taxe Zuckman, c'est taxer les ultra-riches, c'est rénover la totalité des écoles primaires de France. C'est aider à la rénovation des maisons qui sont des passoires thermiques dans lesquelles vivent les gens. Avoir un vrai plan de gestion des maisons fissurées à cause des retraits d'argile. 10 millions de maisons en France quand même. Oui. C'est s'assurer que les gamins à la cantine, ils mangent de la nourriture qui respecte leur corps à eux, le corps des agriculteurs, des agricultrices et la planète. Et vous avez d'ailleurs payé votre écho à la bataille. Vous êtes allé sur RMC, vous avez été, je ne l'ai pas mentionné dans votre biographie, alors les gens ne voient pas encore parce que on filmera sans doute un jour, mais votre moue dubitative, mais vous avez ferraillé sur RMC pour justement, c'était dans l'optique de ça, d'amener ce discours-là chez l'adversaire, on va pas dire l'ennemi, chez l'adversaire politique. Oui, en fait, pendant ma campagne, donc en 2022, je dis je, mais c'était vraiment une campagne collective. On a mené avec des dizaines de bénévoles une campagne très agressive au sens de terrain, où on a passé des milliers d'heures à faire du porte-à-porte pendant 10 mois. Enfin, ça a été un truc vraiment incomparable, et je le dis avec toute humilité, parce que c'était un truc collectif, donc c'est pas juste moi qui ai fait ça. Il y avait une inspiration de type comment on appelle ça, grassroots organizing, community organizing 100%. À la Obama, qu'on a beaucoup mentionné. 100%. Okay. C'était l'objectif, c'était de tester ces méthodes qui étaient à la fois pensées aux États-Unis, donc est-ce que ça valait en France, et pour des espaces urbains, est-ce que ça valait dans des espaces peu denses. C'était les deux questions
qui nous habitait collectivement. Et c'est pour ça que même si, in fine, on n'a pas gagné, c'est pas grave. Nous, on n'avait pas placé le curseur de la victoire sur le fait que moi, je sois députée. Vous êtes particulièrement humble parce que vous avez quand même fait le meilleur score de la gauche, historiquement, de la gauche dans cette circo. Oui. Quand même. Donc, oui, non, c'était une très bonne campagne. Une très bonne campagne. Mais ce dont je suis très heureuse, c'est qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui ont participé à cette campagne et qui se présentent au municipal. Il y a des gens qui ont participé à cette campagne et qui aujourd'hui sont en position de leadership dans des organisations féministes, antiracistes et qui amènent les méthodes et les enseignements de cette campagne dans leur travail. Donc moi, je pense vraiment sur le temps long. Et c'est pour ça que l'électoral ne me convient pas à 100%. Même j'en fais parce que je pense qu'il faut toujours mieux organiser des troupes dans un régime démocratique aussi cassé et imparfait soit-il que sous un régime autoritaire. Mais il faut absolument qu'on pense le temps long et le collectif. Et donc, dans cette campagne, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est qu'on avait des conversations aux portes qui se passaient extrêmement bien, sur lesquelles on arrivait à trouver beaucoup de points communs, très souvent. Moi, j'ai, sur des milliers de conversations, eu 3 interactions désagréables. D'accord. Ou des gens fermés, quoi, vraiment fermés. Oui, des gens fascistes. Des gens radicalisés dans l'idéologie d'extrême droite. Des gens incapables de penser. Oui, parce qu'il y en a. Il y en a. Non, mais oulala, bien sûr. Des gens qui ont fait du racisme l'angle structurel de leur rapport au monde. Ces gens-là, moi, je ne sais pas quoi faire avec eux. Je veux dire, comme dans toutes les cellules de déradicalisation, c'est une équipe complète de thérapeutes, de travailleurs sociaux, de responsables religieux parfois. Enfin, je veux dire, ça n'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de trouver les gens qui sont capables de se rassembler sur un plus petit dénominateur commun et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais dans ces conversations, le gros problème qu'on avait, c'est qu'on arrivait à un point d'accord et après on fermait la porte et après plus personne ne portait notre discours au quotidien. Et je me suis dit, il faut qu'on soit dans les oreilles et dans les cœurs et les cerveaux des gens. Et donc, je vais aller sur RMC. Alors, le gros problème... Pardon, je ris parce que ça ne devait pas être facile. Non, c'était très dur, c'était extrêmement violent, c'était très maltraitant. Peut-être j'avais pas prévu de le faire, mais peut-être c'est quand même intéressant d'avoir votre retour d'expérience de cette machinerie-là, ce dispositif-là. Vous dites très maltraitant, c'est-à-dire que vous n'aviez pas la possibilité de vous exprimer comme vous le souhaitiez, ou vous étiez forcé de pousser le curseur. Alors en fait, ce qui était très compliqué, c'est que moi, ce que je pensais arriver sur ce plateau en ayant la même approche que dans un porte-à-porte. Or, on était dans une pièce de théâtre. C'était quelle émission d'ailleurs? C'était Estelle Midi. Oui, et ça, c'est mon erreur aussi. Je veux dire, j'étais jeune, j'étais, je pense, pour rappel, un peu naïve. Vous êtes à peine vous êtes trentenaire. Oui, voilà. Je suis arrivée, j'avais 29 ans sur cette émission. Et j'étais vraiment de bonne foi. Et je voulais reproduire les conversations pleines de compassion, d'empathie, de compréhension mutuelle que j'avais eues aux portes sur un plateau télé. Alors, c'était ça, je l'ai découvert assez rapidement, mais ça n'était pas possible parce qu'en fait, ça n'était pas l'objet. J'ai essayé de convaincre les gens qui étaient en plateau avec moi parce que moi, quand je suis à la porte, je regarde les gens dans les yeux, etc. Mais j'aurais dû essayer de convaincre les gens qui nous écoutaient. Mais en fait, rien n'était fait pour trouver un dénominateur commun. Ouais. Le principe de l'émission, c'était le clash permanent. Quand j'ai été recrutée, on m'a dit « tu seras le punching ball de gauche ». Ça a été dit, ces mots ont été prononcés dans un entretien de recrutement. Donc là, ça aurait dû m'inquiéter. Mais je me suis dit... Vous êtes dit non, c'est bon, je prends. Je vais prendre des coups. C'est trop important, il faut y aller, etc. Et en fait, c'était... l'angle n'était jamais... le bon pour moi. En fait, c'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'est-à-dire trouver du commun, l'angle n'avait que pour objectif de séparer, de faire des positions très tranchées pour voir en gros personne A clash avec personne B qui clash avec personne C. L'objectif affirmé était de dire il y a une pluralité, mais c'était pas du débat en fait. C'était tu viens pendant 1 minute 30, tu donnes ta thèse et puis quelqu'un fait une antithèse et puis c'est aussi celui qui crie le plus fort. J'étais systématiquement la seule femme, la seule personne de gauche, la seule personne écolo et en fait c'était très maltraitant parce que moi je pense que je n'avais pas compris ce que je venais faire, que je n'ai pas réussi à admettre que je n'ai pas réussi à faire ce que j'avais prévu de faire.
Et puis que c'était extrêmement violent, les menaces de mort, les menaces de viol sur X à chacune de mes interventions. Ça, j'étais pas du tout préparée. Et il y avait une déresponsabilisation totale de la part de la chaîne qui disait c'est plus mon problème en fait. Tu es là pour dire ce que tu as à dire, maintenant c'est plus mon problème. Donc en fait, on crée des dispositifs qui sont effectivement polarisants à bien défaut sûr. d'un meilleur terme, mais voilà, polarisants de base. Vous dites, on cherche le clash, etc. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a une caisse de résonance fois 5, 10, 15, j'en sais rien. Est-ce que cet écosystème-là, en fait, c'est finalement l'écosystème informationnel des gens que vous avez côtoyés dans le cadre de votre campagne ou pour votre ouvrage? Et est-ce que vous pensez, question subsidiaire, que ça a un impact sur la montée des idéologies d'extrême droite? Oui, complètement. Enfin, je veux dire... Alors, ce qui est compliqué, c'est que c'est toujours pareil. Les extrémistes prennent toujours plus de place. Donc, typiquement, moi, les gens chez moi, ils regardent RMC, mais ils n'ont pas Twitter, enfin X. Donc, c'est pas les gens qui vont dire où est-ce qu'elle habite la prochaine fois que je la vois, je la viole. Parce que ça, j'ai eu tous les jours, après chaque intervention, il faut quand même le dire, des menaces de mort et de viol répétées. Ça, c'est pas... eux, c'est les radicalisés, les gens dont je parlais avant. Mais le fait est que ça nécessite quand même de réussir à vivre avec ça. Moi, je n'ai pas réussi. J'ai tenu 2 ans et au bout de 2 ans, c'est déjà beaucoup. Mais je ne comprends pas ce que je fous là, en fait. Donc, je pense que ça a quand même du sens d'être sur ces chaînes si on sait ce qu'on vient y faire. Mais il faut admettre qu'en fait, il y aura quelques moments où on arrivera à retourner le truc, mais l'immense majorité du temps, on sera forcé d'être... On est cornerisé dans une caricature de soi-même. En fait, c'est l'objectif. Moi, je voulais être la meuf de gauche qui n'est pas une gauchiste, l'écolo qui a une voiture, ce qui est ce que je suis. Mais en fait, ma complexité m'a été refusée sur ces chaînes parce qu'elle ne rentre pas dans l'objectif. L'objectif, elle est un package en 1 minute 30 et elle est des archétypes. Et moi, je refusais d'être mise dans cet archétype. Et du coup, ça se passait mal. Oui, il y avait des confrontations sur le plateau, il y avait des confrontations avec les autres chroniqueurs, chroniqueuses, parce que je refusais de jouer ce rôle de la radicalisation d'un personnage. Ouais. Et ça, c'était très difficile. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui m'ont écouté et qui étaient d'accord avec moi, mais je n'ai jamais été au courant de ça parce que mon camp politique n'écoute pas ce genre de chaîne. Donc, en fait, je n'avais pas de... En plus de retour positif. Ouais. Donc, je pense que chez eux, il devait bien y avoir des gens... Oui, je me suis sentie très seule. C'est très isolant comme expérience. Et puis, en plus, comme j'étais forcée de mettre un peu d'eau dans mon vin, parfois, y compris dans mon propre camp politique, on me disait que j'étais une traître, une vendue, etc. Et ça, pour le coup, on le relevait et on vous le faisait savoir. Voilà, donc ça, c'était dur. On ne s'épargne pas. Mais non, dans les communautés militantes, on ne s'épargne pas. Ça fait partie des choses aussi. Et donc, je suis sûre que chez eux, parfois, des gens étaient d'accord avec moi, mais je n'avais jamais accès à ça. Et ce qui est sûr, c'est que l'angle... Enfin, je veux dire, j'ai gardé tous les briefs. Donc, on avait 4 questions à traiter par session. C'est 3 heures de direct quand même, donc c'est très long. L'angle est évident. Enfin, c'est un angle fascisant dans le sens monter les gens les uns contre les autres, la défiance envers les institutions, la défiance envers le politique. Je veux dire, ça, si c'est pas les ingrédients d'une montée en puissance de l'autoritarisme, de la nécessité d'un homme fort providentiel qui vient nous sauver, de la compréhension qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, qu'il y a un gouvernement des juges, que la police est martyrisée, que les fonctionnaires sont déplanqués. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quand on regarde la montée du nazisme, par exemple, la montée des totalitarismes, ça en fait partie. Alors, je suis sûre que si les gens qui sont en charge de cette émission m'écoutaient, ils seraient outrés, ils seraient peinés. Parce que eux, ça n'est pas leur... Je ne pense pas que c'est leur intention. Mais leur intention, c'est de faire de l'audience. Et ces discours-là fonctionnent. Exactement. Donc, cette façon de poser les enjeux fonctionne. Ou alors ce dispositif qui vise à polariser fonctionne. Mais on polarise à droite et jamais à gauche. Des narratifs, on va dire, encore une fois, d'extrême gauche. Et ça, il faut que... Je veux dire, je ne sais pas si des gens qui travaillent sur... alors, CNews, c'est différent parce qu'il y a un projet civilisationnel assumé. Là, je pense que c'est acté. Au moins, c'est clair. Voilà, au moins, les choses sont dites. Des gens sur BFM, des émissions sur RMC, etc. Il faut que les gens entendent leurs responsabilités personnelles dans la montée d'un cadrage des sujets. Parce qu'en fait, ces gens-là rarement votent pour l'extrême droite. Mais en acceptant ce cadrage qui n'est jamais
un cadrage en faveur de la justice sociale, de la justice environnementale, de la justice fiscale, ah bah là, n'en parlons pas, il y a une complicité claire dans la diffusion d'une vision du monde qui, in fine, dans les urnes, bénéficie à l'extrême droite. Ça résonne énormément avec mon statut d'ex-journaliste. C'est des choses qu'on observe, qu'on déplore, et certains, beaucoup, s'en vont notamment du métier. Bien sûr, pour ça, je l'ai vu. Parce que les journalistes, eux, ne sont pas alignés avec ça. Et je pense que moi, ce qui a participé à me rendre... à me donner le sentiment d'être non alignée, mais en vrai folle, c'est que je voyais ça, je disais ça, et on me disait « tu es folle, tu es radicalisée, tu mens ». Et puis, il y avait des attaques ad hominem très fortes. Comment est-ce que tu peux dire ça ? On t'a donné ta chance, on t'a donné ta place. C'est compliqué d'être un miroir aussi, Lumière Laprès. De renvoyer des choses aux gens, c'est une position, une posture compliquée. Et effectivement, quand on est militante de gauche sur un plateau télé, je pense que et sur les réseaux sociaux, ça doit être un petit peu complexe. Ouais. Pour revenir au sujet, alors, on y est en plein. En fait, on est en plein dedans. Mais votre expérience illustre parfaitement ce que, et vous le décrivez dans l'ouvrage aussi, cet écosystème informationnel qui est poussé par un certain nombre de gens. Alors, on parlait de CNews, mais on peut aussi parler vous en parlez vous, de l'écosystème Bolloré, qui a aussi un certain nombre de valeurs plus ou moins assumées et qui promeut un certain nombre de valeurs. Ce poids-là de ces écosystèmes informationnels-là, comment on fait pour lutter contre quand on est comme vous et qu'on a envie j'allais dire de récupérer un certain nombre d'électeurs qui pour vous sont égarés. Je suis pas journaliste, je suis pas sociologue. Mon projet, c'est de récupérer mes proches des griffes de l'extrême droite et du néolibéralisme. Enfin, je veux dire, je ne me cache pas. Je suis une militante politique de gauche. C'est pour ça que vous êtes à ce Donc micro. voilà, il n'y a pas de mensonge sur la marchandise. Ce qu'on disait sur les problèmes de notre capacité à gauche pour organiser ça, c'est qu'il y avait un problème de message, ça c'est sûr, mais il y a un problème de messager aussi. Oui. Et ça, je suis désolée, mais ça, c'est notre responsabilité. Comment il est possible que dans mon camp, il y ait 33% d'ouvriers et qu'il n'y ait que 6% de classe populaire, c'est-à-dire ouvriers et employés, à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas possible. C'est problématique, c'est irresponsable, en fait. Et alors là, ça rejoint un de vos engagements, qui est le collectif Démocratiser la politique. Démocratiser la politique. Tout à fait. Qui fait un travail extraordinaire. Je le dis d'autant plus facilement que ça n'est pas moi qui suis en charge. Mais des militants super comme Kevin Vacher, qui est militant contre le mal logement à Marseille, par exemple, pour expliquer, pour objectiver le fait que si les classes populaires ne sont pas en position de gouvernement, enfin de gouverner, ça n'est pas parce qu'ils et elles n'ont pas envie de le faire, c'est parce que les partis, systématiquement, ne leur donnent pas la place. Et les positions éligibles et les mandats, les circos gagnables, etc., sont réservés aux gens des classes dominantes. Et ça, on ne peut pas se plaindre qu'on perd quand on fait ça. Je suis désolée, mais moi, en fait, il y a un moment, et je dis ça encore une fois, d'autant plus facilement que je ne parle pas de moi. C'est-à-dire que je pense qu'à ce micro, pour parler de l'écologie, il faudrait un jour, le plus rapidement possible, qu'il y ait quelqu'un de chez moi qui fait du BTP et dont le travail, c'est de rénover les baraques des gens. Parce qu'en fait, s'il est sur Apolline de Malherbe, sur RMC à la matinale, et qu'on lui dit « Ah, mais c'est un truc d'écolo bobo », et que lui, il dit « Alors en fait, je vous explique, moi, j'emploie 8 gars de chez moi qui n'ont pas fait d'études et à qui je donne la capacité de devenir propriétaire, de monter, de vivre dignement ». Je rénove des baraques dans lesquelles des parents qui sont déjà ras la gueule de charges vont pouvoir payer moins de factures d'électricité. Et 3, ça permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre de X. Je vous garantis que la conversation n'est pas la même. Et qu'on va arrêter de parler de barbecue. Exactement. Et qu'on va arrêter d'accuser les écolos d'être des bobos déconnectés. Parce qu'en fait, il n'y a rien de déconnecté dans ce qu'on propose. C'est ça qui est fou. Et alors, juste en vous écoutant, je me disais, et je joue un peu la mouche du coche, et je provoque un peu, je mets des trigger warning. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas encore un peu gentil dans votre camp, Lumière Laprès ? Je veux dire par là, vous parlez de bisounours à la fin de votre ouvrage, et donc je me fais l'écho de cette critique-là. Mais est-ce que finalement, on se dit démocratiser la politique ? Alors oui, on va aller voir les partis pour qu'il y ait une représentativité. Et puis, on a reçu Eva Morel qui fait un super travail avec Quota Climat, et puis on va mettre en place des quotas. On est légaliste, en fait. Et en face, on a une machinerie de propagande massive et intense qui ne s'embarrasse pas de nos atermoiements. Et vu l'état actuel
du débat et de la situation. Alors, je le fais pas moi-même, donc je vais pas. C'est pas un reproche que je vous fais, hein, mais de plus en plus à ce micro, on se dit avec nos invités, ne faudrait-il pas être un petit peu plus dans la conflictualité aussi à certains moments et assumer une posture de se dire bon, en fait, les gars, il y a 2-3 petites choses sur lesquelles il va falloir insister ou voilà. C'est une grande question que je me pose beaucoup. Sur le milieu militant aussi souvent, je pense. Sur la ligne de crête. En fait, moi, je suis gênée sur le rapport de la gauche radicale à la violence parce que je le trouve excluant. Qui a accès à la violence ? Ce sont largement des hommes en bonne santé. Alors moi, le grand rêve de la révolution du grand soir, des barricades, je suis désolée, en fait, j'ai pas envie de crever. Ça veut dire que quand tu es un enfant, tu es en danger. Quand tu es une femme, pardon, mais une femme dans la révolution, désordre égale viol pour nous. Il faut le savoir. Dans tous les pays, et puis à l'heure actuelle en Iran, on voit pas ce qui se passe, mais on aimerait bien. Et je pense que pour moi, il y a vraiment, quand on est une personne vulnérable, on a besoin d'ordre au sens de protection, d'organisation. Je dis pas forcément l'État, mais donc de structure qui nous protège. Et donc je suis toujours un peu gênée parfois du réflexe à gauche radicale de dire on va faire la révolution, on va machin. En fait, déjà, pour moi, ça, c'est un refus de faire le travail aujourd'hui. Le travail aujourd'hui, il est sur le terrain tous les jours que on vit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je pense bien sûr qu'on peut être bien plus offensif, notamment en termes de... Enfin, c'est pas pour rien que moi, j'ai grandi dans le militantisme, notamment chez Alternativa, qui fait de la désobéissance civile non violente. Il faut bloquer. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de croire que c'est en étant légaliste qu'on va obtenir des choses. Je crois que un rapport de force. Oui, et le rapport de force, il passe notamment avec les partis de gauche, à la fois par la coopération et la confrontation. Ouais. Parce que, je veux dire, la crise agricole nous le montre, les gilets jaunes nous l'ont montré. Il y a un moment, nous sommes tellement plus nombreux qu'eux. Et pour autant, cette force, si elle n'est pas organisée, elle ne sert à rien. Quand on dit ils ont l'argent, on a les gens, mais des gens pas organisés, ça sert à rien. Donc moi, je pense que la radicalité aujourd'hui, c'est de mettre toute son énergie et ses ressources à organiser des collectifs de gens qui sont capables de faire des porte-à-porte massifs, qui sont capables de gagner des élections et qui, demain, si l'extrême droite arrive au pouvoir et qu'elle se rend coupable des exactions et de la violence dont je pense qu'elle a toujours le projet, de se mettre de mettre ce que les Américains disent the body on the line, de se mettre physiquement contre, enfin, je veux dire, entraver physiquement le fascisme, et c'est ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis. Merci pour la transition, Loumire Lapré, puisque justement, c'est là, quand je vous entendais, je mentionnais l'Iran tout à l'heure, quand je vous entendais dire, on met son corps en opposition, on met, il y avait un très joli discours d'un universitaire, un militant universitaire américain des années 60 qui parlait de blood on the machine. Il faut faut pas hésiter à se dire, mais c'était un homme, et c'était plus facile de se dire, allez, je vais aller au contact et on y va. Ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle, ça résonne avec effectivement tout ce que vous dites, et on peut en parler en dehors d'une conversation de Café du Commerce, puisque vous êtes également, que je le disais en introduction, vous êtes hybride et multiple, comme nous toutes et tous, mais vous particulièrement, puisque vous avez aussi passé de nombreux mois, 7 mois, il n'y a pas longtemps, dans les Appalaches, auprès de populations de milieux ruraux états-uniens. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Vous arrivez quand même un peu avec un appel un peu de Cassandre. C'est pas facile non plus à porter. Je parlais de miroir tout à l'heure, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, dans votre ouvrage, en tout cas, vous dites attention les gars, c'est ça qui nous attend. C'est pas drôle le fascisme, ouais. Et ce qui nous attend, c'est des soccer moms ou des mamans qui tentent de s'opposer à des rafles et qui se font buter. Voilà. Ouais. Alors c'est pour ça que je fais très attention aux mots. Quand parfois à gauche on me dit on vit déjà dans un état autoritaire et fasciste. Non. On vit dans une démocratie extrêmement imparfaite. On vit dans un pays où la violence est de mise, surtout quand on est une personne racisée, surtout quand on est une personne pauvre et une personne migrante, bien évidemment. Enfin, je veux dire, quand Darmanin organise une rafle à la gare de l'Est une fois, bien sûr, quand les forces de l'ordre harcèlent des personnes qui sont en situation de rue, bien sûr, c'est violent. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, mais il y a un moment, il faut savoir les mots qu'on emploie aussi. Et il y a en France, encore, un accès à la justice qui est... je veux dire, la justice est sous-financée, mais il est quand même garanti. Il y a un parlement. Je veux dire, voilà.
Et il n'y a pas des milices de voyous masqués qui patrouillent dans un pays, dans des voitures non immatriculées, avec des fusils d'assaut. Auquel on assure l'immunité. Totale. L'immunité totale. Il y a une journaliste hier qui a fait paraître un reportage On sur lequel... enregistre le 15 janvier, je précise. En 6 minutes, elle a été recrutée par la police de l'immigration. Ces gens ont des fusils d'assaut. D'accord ? Donc, en fait, il y a un moment, il faut voir, et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention au langage, parce que si on dit déjà qu'on est dans un pays fasciste, mais comment est-ce qu'on appelle les États-Unis aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on appelle l'Iran ? Comment est-ce qu'on appelle la puissance génocidaire du gouvernement de Netanyahou ? Enfin, il y a un moment, il faut être... La Russie de Poutine. La Russie de Poutine, bien sûr, la Chine, Oui, parce que parlons d'un État autoritaire. Oui, on va en lister beaucoup si voilà, on veut lister non, mais, tous les États donc autoritaires. du coup, je pense qu'il faut être... et c'est pour ça que moi, je continue à faire de l'électoral, même si ça n'est pas... alors, je suis chrétienne, donc on dit mon charisme, enfin ma vocation première, mais parce que je pense que tant qu'on peut éviter de sombrer dans l'autoritarisme, il faut essayer. Et pour le coup, pour avoir été dans pas mal de programmes avec d'autres personnes qui, eux, vivent dans des États autoritaires, je pense par exemple, j'ai fait partie de ce programme de la Fondation Obama l'année dernière, dans lequel il y avait des Ukrainiens, une Géorgienne qui a été forcée à l'exil à 24 ans, parce qu'elle a participé au mouvement qui dénonçait la corruption des élections en Géorgie en 2024. On n'en est pas là. Donc, moi, je pense qu'il faut faire de l'électoral. Maintenant, quand on aura perdu, je pense que c'est toujours bien qu'il y ait des gens qui travaillent sur l'électoral, comme ça se fait aux États-Unis en ce moment. Il y a des gens qui travaillent sur les midterms, qui sont des élections qui auront lieu en novembre 2026, etc. Mais les règles changent une fois que les fascistes ont gagné. Moi, je pense qu'il faut dès maintenant qu'on se prépare. Et qu'est-ce que c'est se préparer ? C'est du collectif. Si on prend très concrètement, les moments où ICE, la police de l'immigration, est mise en difficulté, c'est quand elle est littéralement... quand les gens sont surnuméraires face à elle et eux. Quand ils sont submergés. Quand ils sont submergés par des masses de gens. Et comment est-ce qu'on est submergé par des masses de gens ? Parce qu'ils ont créé des patrouilles au niveau des quartiers. Ils ont créé des groupes WhatsApp au niveau des immeubles. En fait, il y a à un moment une organisation des gens. Et c'est pour ça que je le dis très fortement, si vous nous écoutez, vous habitez dans un... Mais même en ville, on s'en fout. Vous habitez dans un immeuble, créez un groupe WhatsApp au niveau de l'immeuble. Vous habitez dans un quartier, rencontrez vos commerçants. Devenez représentants de parents d'élèves. Syndiquez-vous. N'importe qui peut être syndiqué, que vous soyez à votre compte, en freelance, une industrie créative, prof, j'en sais rien. Syndiquez-vous, c'est 20 balles par mois quand vous êtes cadre à la CGT. Franchement, genre, ça les vaut. Ces gens, après, on paye des caisses de grève, on soutient des... Enfin, je veux dire, vraiment, il faut à un moment accepter que le moment de la fin de l'histoire, de la neutralité, du confort, c'est fini. Et c'est un deuil immense à faire. Et il est à faire sur plein de points. Exactement. Sur un ordre c'est très difficile. Post-Seconde Guerre mondiale qui est en train de s'effondrer de tous les côtés. Donc effectivement, la réponse actionnable pour vous, elle est là. Et vous en donnez une assez claire. Oui. Et c'est très dur. Oui, moi, je comprends que quand on s'est dit je joue le jeu du capitalisme, c'est-à-dire je travaille, et puis j'ai ma maison, et puis je suis tranquille, et je vis en paix, et je pourrais partir en voyage, et j'élève mes enfants, ce monde-là est mort. Il est en train de mourir. Et il faut qu'on fasse de la place, y compris dans nos espaces militants, pour accepter que les gens soient encore en situation de choc, y compris les gens pas militants qui se réveillent maintenant, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, et qui disent « Mais attends, moi j'avais le nombre d'électeurs trumpistes qui ont voté pour Trump pour retrouver un semblant de sécurité, pour retrouver un semblant de prise sur leur vie. » La réponse, parce qu'en fait, dans un système qui s'écroule, il y a deux solutions. Il y a, je pense, c'est un peu comme, je prends beaucoup de métaphores et de comparaisons de la vie quotidienne parce que je pense que c'est important. C'est comme quand on a un enfant ou un couple qui ça part en sucette. Soit on resserre la vis et on dit en fait, on va contenir. Et on met des œillères et on va mettre de l'autoritarisme parce qu'en fait, ce système aujourd'hui, le système capitalisme américain, il ne peut plus tenir. Il est tellement violent qu'il ne peut plus tenir. Les gens se rendent compte. Il ne peut plus tenir que par l'autorité. Voilà, exactement. Dans la démocratie, aujourd'hui, les gens ne choisissent plus ce système. Parce qu'il y a 26 000
dollars de dette médicale environ. Il y a une génération entière de gens qui sont écrasés de dettes étudiantes et qu'ils ne parviennent pas à rembourser parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Le logement est inaccessible. Enfin, je veux dire, les prix du logement ont été multipliés, mais je ne sais plus, mais par des 15 on n'a même pas parlé du réchauffement climatique qui arrive aussi. Enfin, tout est en train effectivement de s'effondrer. En fait, le monde tel qu'on le connaît est en train de s'effondrer. Donc, du coup, face à ça, il y a deux solutions. On serre la vis et en fait, on passe par la force, on bulldoze et en fait, on s'assure que dans ce système, les ultra riches et les puissants, eux, survivent au détriment de tout le reste. Ou on dit, ok, ça va être le bordel, mais on va collectivement trouver des solutions. Et ça fait très peur. En fait, quand je vous écoute, je me dis, peut-être que les discours, les partis politiques et les discours d'extrême droite proposent un « eux contre nous », c'est-à-dire que nous, il y a toujours pire en bas, et en bas, c'est les précaires, les racisés, comme vous dites, etc. Et que vous, ce que vous faites dans votre ouvrage et là, à ce micro, c'est de dire « eux contre nous ». Nous, on est plus nombreux, c'est-à-dire l'immense majorité des gens, versus les 1%. Bien et c'est sûr. ça, pour vous, qu'il faut structurer comme adversaire et se dire que c'est là-dessus qu'il faut aller. C'est bien ça, sûr, 100%. 100% parce que dans toutes les histoires, il y a des méchants. Et là, il y a des méchants. Ils ont des noms. Ces gens ont des noms. Bernard Arnault, c'est un méchant. Je ne sais pas comment il est dans sa vie quotidienne, je m'en fous. Est-ce qu'il aime ses enfants? Est-ce qu'il aime sa femme? Pour qu'il vienne nous en parler. Je veux dire, il ne manquerait plus qu'en plus de participer à vider les caisses de notre État et donc à définancer l'école publique, les hôpitaux, les flics, en plus, il ne soit pas sympa avec ses enfants. J'en sais rien, moi. Je m'en cale. Mon sujet, c'est il y a aujourd'hui une classe de gens qui fait sécession de notre société, aidée par une classe d'alliés politiques qui sont des laquais de ces gens. Et alors ça, vraiment, eux, quand on va faire leur décompte, il va falloir qu'ils se posent quelques questions entre eux-mêmes et Dieu, si jamais ils sont croyants, entre eux-mêmes et la justice, si jamais un jour on y arrive. Parce que comment c'est possible d'avoir des gens qui sont élus et qui respectent aussi peu la volonté du peuple. Enfin, on nous dit, à gauche, ça c'est la grande accusation, on divise, machin. Mais en fait, nous, on propose des choses qui sont soutenues par plus de 80% de la population. L'annulation de la réforme des retraites, la taxe Zuckman, l'opposition à la loi du plomb, la révision de la liberté d'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux, la réduction du nombre d'enfants par classe. Enfin, je veux dire ça, il y a plus de 80% des Français qui sont d'accord à chaque fois. Sauf que c'est invotable parce qu'il n'y a que la gauche qui vote là-dessus. Donc, il y a un moment... Enfin moi, il faut. Ces gens ont des noms. Il y a des responsables à nos problèmes. Donc pour vous, ça fait aussi partie de la solution que de les nommer et que de les constituer en tant que figure adversariale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu tout ce moment pendant la réforme des retraites où on avait affiché les gens qui allaient voter contre et on nous a dit c'est de l'appel au lynchage, de l'appel à la violence. Mais en fait, pardon, mais t'as cru que t'étais qui? T'es payé par notre argent pour faire notre volonté. Je sais pas, en fait, t'as pas été recruté chez Danone, en fait. Tu es un représentant du peuple. Et le jour où le peuple, tu fais quelque chose qui va contre l'intérêt du peuple, ouais, le peuple va venir sonner à ta porte, en fait. Et vous avez bien compris que je ne suis pas, je dis pas qu'il faut remettre la guillotine, c'est pas ça. Il y a un moment, juste, il faut prendre ses responsabilités. Et quand on a des gens qui n'ont jamais bossé en usine, qui viennent nous expliquer qu'il faut supprimer la pénibilité du travail, la notion de pénibilité, parce que bon, on va prendre sur nous, ou que c'est pas grave de travailler jusqu'à 65 ans parce que ça garde en bonne santé. Non, mais en fait, on vit où? Et moi, en tout cas, ça, je ne peux pas forcément faire quelque chose. Par contre, ce sur quoi on peut travailler, ce qui est dans ma banette de responsabilité, parce que c'est quand même ce que j'essaye de voir, parce que sinon je suis juste en colère et on ne fait rien, c'est aujourd'hui, chez moi, les gens ne sont pas au courant. Chez moi, j'entends... Je vote pour le RN parce que c'est les seuls qui se battent pour nous. C'est les seuls qui veulent l'augmentation du SMIC. Or, ils ont voté contre. C'est les seuls qui veulent qu'on ait des médecins. Or, ils ont voté contre la réforme de la liberté d'installation des médecins. C'est les seuls qui veulent qu'on mange bien. Or, ils ont voté pour la loi du plomb. Enfin, je veux dire, donc maintenant, on ne peut pas décider les nouvelles... on ne peut pas... maîtriser les nouveaux mensonges que le RN va inventer pour nous faire croire qu'ils sont du côté des classes populaires. On ne peut pas décider ce que BFM et CNews vont raconter. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est construire une infrastructure militante de repolitisation qui, le lendemain de chaque vote, on parlait des 97% de villages de 500 à 2000 habitants qui ont mis le RN en tête. Il n'est pas possible aujourd'hui, en Big 2026, comme diraient les jeunes, de ne pas avoir une infrastructure militante qui est capable de toquer à la totalité des portes de ces villages le lendemain d'un vote antisocial du RN.
ça n'est pas possible. Et ça, c'est des choses auxquelles vous Ça, on attelez. peut faire. C'est le combat que vous avez décidé de mener. Et ce combat-là, vous le menez aussi. Et il va bien falloir. Évidemment, on pourrait. Alors, à chaque fois, je le dis, chaque invité, je crois que je prononce cette phrase, on pourrait en parler des heures, parce qu'à chaque fois, c'est vrai. Et là, particulièrement, parce que j'avais prévu énormément de questions, mais la conversation a dérivé. Et c'est tant mieux comme ça. C'est sur quoi je voulais peut-être éventuellement conclure. Ce côté soldate de la guerre informationnelle. Parce que vous prenez votre part. Vous étiez sur RMC, je l'ai dit, mais là, vous avez. Pas mal de, je sais pas combien, mais pas mal de followers sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, moi je vous vois popper et vous prenez le temps d'analyser et de recadrer les choses et d'essayer d'effectuer ce travail de cadrage. Alors évidemment avec votre petite communauté comparée évidemment à CNews, oui, 2 à millions CNews par exemple, d'auditeurs, on n'y est pas encore, mais vous faites votre part et c'est aussi pour ça que je voulais vous avoir à ce micro, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner, vous à titre individuel, à plusieurs collectivement, est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi de recréer du collectif à ce niveau-là, au niveau de l'informationnel, et est-ce que ça fait partie des missions que en tant que militante ou soldate ou femme politique, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut vous présenter, que vous vous fixez ou pas? Oui, tout à fait. Alors, la différence que je fais, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas de parler avec des gens à des gens qui sont déjà d'accord avec moi. Je pense que c'est important de faire ça aussi parce que on est, comme je le disais, on nage en milieu hostile quand même, de plus en plus, où nos idées sont criminalisées. Et je pèse mes mots. Enfin, je veux dire, l'activisme est criminalisé. Des gens qui se battent contre, je pense à la 69, une autoroute dont l'État lui-même a dit que c'était pas une bonne idée, et on va perquisitionner ces gens, on va essayer on les met en garde à vue. Enfin, je veux dire, donc on vit dans un monde où nos idées sont criminalisées de plus en plus et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Donc c'est important d'avoir un espace où on peut être ensemble et où on se dit bon, on n'est pas tout seul. Maintenant, ça c'est juste un petit bout de ce que j'essaye de faire. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est plutôt de donner des armes aux gens qui habitent en milieu hostile, eux pour le coup, pour qu'ils puissent avoir ces conversations avec leurs proches, dans leur PMU, dans leur club de foot, dans leur salle des profs, etc. Et ça... Ou aux caisses de supermarché. Aux caisses de supermarché, partout. Je pense qu'il faut absolument qu'on rende notre vision du monde, c'est-à-dire la solidarité, la justice, l'égalité, la fraternité et la solidarité. Enfin, en fait, tout ce qui nous constitue en termes de valeurs, au-delà de pour qui on vote, mais de vision du monde, qui est plus on est nombreux, plus on est fort. Les autres ne sont ni un danger, ni contingents, pas nécessaires. Non, ils sont nos frères et nos sœurs en lutte et on ne gagnera pas les uns sans les autres. Et pour moi, ça peut se raconter partout, tout le temps. Moi, je le raconte partout, tout le temps, vraiment. Et donc, du coup, ce que j'essaye de faire, c'est de donner les outils et l'énergie, parce qu'il en faut, pour faire ça à des personnes qui sont isolées dans leur militantisme et de les responsabiliser, de même que je me responsabilise en disant « je sais que c'est dur ». Et moi, je suis toujours là si vous voulez en discuter. Mais par contre, on n'a plus... Le temps de la neutralité est terminé. Ce monde est mort. Et c'est difficile. Mais maintenant, si on veut participer à construire le monde qui va advenir demain, il faut qu'on prenne part. Vous me faisiez penser, je crois que vous mentionnez dans le livre, évidemment, à la théorie gramscienne. Voilà, et la fameuse phrase « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Merci d'essayer de les repousser, ces monstres, et merci de nous avoir effectivement consacré un peu de temps et d'avoir partagé votre énergie sur ces sujets passionnants. Je renvoie les auditrices et auditeurs de Propagation, qui ne sont pas forcément tous et tous de votre obédience politique, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, à votre ouvrage, qui est pour le coup effectivement une véritable... Alors, il serait plongé dans la tête de celles et ceux qui pourraient tout faire basculer ou dans la France, tout à fait. Voilà, qui pourraient tout faire basculer. Eh bien, écoutez, j'espère que à ce micro comme ailleurs, la bascule, vous allez pouvoir évidemment peut-être modifier sa violence. C'est l'objectif en tout cas. Merci Lumière Laprès d'avoir été avec nous. Merci et puis je vous donne rendez-vous peut-être la prochaine fois. Avec plaisir. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, d'Opsy.ai. Animation Guillaume Ledy. Réalisation Roman Munier. Générique Martin Commandeur. Graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.